Oui, c'est bon. Bonsoir, cher professeur, bonsoir, chers collègues. Le cours que nous allons nous présenter porte sur la péricardite de l'enfant. Il a été fait par Dr. Joyce, moi-même et Dr. Dorian Wamba. Nous allons suivre le plan suivant. En guise de définition, nous pouvons dire que la péricardite est l'inflammation des deux feuillets du péricarde, avec ou sans épanchement. Nous avons la péricardite aiguë, qui est un nouveau début. La péricardite incessante, qui est une persistance des symptômes supérieurs à 4 à 6 semaines, mais moins de 3 mois sans rémission. Nous avons la péricardite récurrente, qui est la récidive de péricardite après un premier épisode documenté de péricardite aiguë et une période sans symptômes de 4 à 6 semaines ou plus. Et enfin, nous avons la péricardite chronique, qui est une péricardite qui dure plus de 3 mois. Comme l'intérêt sur le plan épidémiologique, il faut savoir que 1 à 5% des enfants consultent pour cardiopathie en urgence, dont le quart à un tiers pour péricardite aiguë. L'âge médian est entre 7 et 12 ans avec une légère prédominance masculine. En France et aux États-Unis, 70% des péricardites de l'enfant sont d'origine idiopathique et en Afrique, 70% sont d'origine tuberculeuse. Comme intérêt diagnostic, le diagnostic repose beaucoup plus sur l'auscultation, le CG et l'échographie cardiaque avec des signes inflammatoires biologiques. Sur le plan étiologique, les causes sont variées, dominées beaucoup plus par les virus. Sur le plan thérapeutique, la prise en charge est fonction de l'étiologie. Le traitement symptomatique repose essentiellement sur les INS et le drainage des épanchements abondants. Sur le plan pronostic, nous pouvons dire que le pronostic, il est bon si le diagnostic est précoce avec une prise en charge adéquate, avec possibilité de récurrence dans 15 à 20% des cas. Comme rappel, sur le plan anatomique, il faut savoir que le péricarde est une enveloppe séreux composée de deux feuillets, séreux et fibreux. Le feuillet séreux a deux composantes, la viscérale, encore appelée épicarde, et le feuillet et la composante pariétale. L'espace péricardique contient physiologiquement 10 à 15 ml de liquide séreux chez l'enfant. Concernant la physiologie, nous avons le péricarde a des rôles essentiels, à savoir le rôle de sécrétion et de réabsorption du transudat. Le péricarde séreux et plus particulièrement la lampe pariétale est à l'origine de la sécrétion et de la réabsorption du transudat. Comme autre rôle, il y a un rôle de fonction de glissement du cœur. Le péricarde permet le glissement du cœur lors de la contraction du myocarde. L'autre rôle, c'est le maintien du myocarde. En entourant le myocarde, la structure du péricarde fibreux empêche la distension de ce dernier, un peu comme on voit sur la figure qui est à côté. Comme physiopathologie, nous pouvons dire que l'inflammation est responsable de la douleur à cause de l'irritation des paquets nerveux, du frottement et à cause de l'irrégularité de l'inflammation des parois. Et enfin, des troubles électrocardiographiques à cause de l'atteinte inflammatoire du tissu sous-épicardique. Également, l'inflammation est responsable d'une réaction œdémateuse et d'une friction plus importante. Elle s'accompagne parfois d'une sécrétion de liquide exudatif. Dans 10 à 15% des cas, la péricardite s'accompagne d'une atteinte myocardique. On parle alors de myopéricardite, souvent détectée par l'élévation de la troponine sur le plan biologique. Le chapitre suit les signes. Notre type de description, c'est la péricardite aiguë chez l'enfant. Comme circonstance de découverte, la péricardite peut être découverte au cours d'une consultation pour douleur thoracique, difficultés respiratoires, insuffisance cardiaque, septicémie, syndrome infectio-inflammatoire et à l'occasion d'un examen de CG systématique. Comme signe fonctionnel, nous avons une fièvre modérée qui est présente d'emblée, qui est associée à des myalgies, à une asthénie et qui est souvent précédée d'un épisode grippal, d'une douleur thoracique. La douleur thoracique a des caractéristiques bien précises. Elle est rétrosternale ou précordiale gauche. Elle est souvent brutale et violente. Elle est prolongée. Elle est résistante à la trinitrine. Elle est majorée en décubitus, à l'inspiration profonde et à la toux. Elle est calmée par la position assise penchée en avant, c'est-à-dire en antéflexion, pouvant irradier vers l'épaule. Comme autre signe clinique, nous avons la dyspnée qui est parfois associée ou soulagée par la position assise penchée en avant, ou une toux sèche, dysphonie et OK sont également possibles. Nous pouvons avoir un frottement péricardique précoce qui est systolo-diastolique, variant dans le temps et les positions, confirmant le diagnostic mais inconstant et fugace.
Le frottement péricardique peut s'accompagner souvent d'une tachycardie. Il faut savoir que l'absence de frottement péricardique n'élimine pas le diagnostic. Nous pouvons avoir un épanchement pleural parfois. Comme forme clinique, nous allons parler en premier lieu de la péricardite aiguë virale. C'est l'étiologie la plus fréquente, mais elle est rarement prouvée. Elle est liée à une infection virale et à la réaction immune associée. La clinique typique d'une péricardite aiguë virale, c'est chez un sujet jeune, la plupart du temps de sexe masculin, qui a eu un syndrome grippal récent, avec un début brutal, fébrile, associé à des douleurs thoraciques typiques en montant à l'inspiration avec un frottement péricardique. Au niveau, on peut avoir une modification de l'ECG, une échographie cardiaque qui peut être normale le plus souvent et un épanchement pleural peut être associé. Il faut savoir que les sérologies doivent répéter à 15 jours d'intervalle, peuvent mettre en évidence une élévation des anticorps spécifiques orientant vers le diagnostic de péricardite virale. Le diagnostic viral qui est fait par PCR à partir de l'épanchement péricardique confirme le diagnostic. Il est cependant inutile dans les formes typiques sans gravité. L'évolution, la plupart du temps, est favorable. Le taux de récidive important allant de 30 à 50% et représente la complication la plus fréquente. On peut avoir une survenue d'une tamponnade ou d'évolution vers une constriction péricardique, qui reste rare. En deuxième position, comme deuxième forme clinique, on va parler de la péricardite purulente, qui est rare mais grave. Comme j'aime incriminer, nous avons le staphylocoque, pneumocoque, streptocoque et des bacilles gram négatifs. La péricardite purulente touche essentiellement les sujets immunodéprimés ou porteurs d'infections sévères, à savoir une infection pleuropulmonaire après une chirurgie cardiaque ou thoracique, ou aussi également une septicémie. Le pronostic est sévère dans ce cas, avec une survenue fréquente du tamponnade ou une évolution vers la constriction péricardique. La prise en charge est une antibiothérapie adaptée au gemme qui va être retrouvé dans le liquide péricardique. Un drainage chirurgical est souvent nécessaire. La troisième forme clinique, c'est la péricardite tuberculeuse. C'est une péricardite subaiguë liquidienne avec altération de l'état général, une fièvre modérée persistante. Le plus souvent chez le sujet tuberculeux âgé ou griffé, chez un patient infecté par le VIH et chez un patient alcoolique. On retrouve également une notion de tuberculose dans l'entourage ou un virage récent de l'IDR. Parfois, il est faussement négatif dans près d'un tiers des cas. On retrouve au niveau radiographique des anomalies pulmonaires, la recherche du Mycobacterium tuberculosis et la technique de PCR avec forte concentration d'ADA dans le liquide de ponction pleurale péricardique sont souvent des bilans à faire dans le cas d'une péricardite tuberculeuse. Parfois, une ponction biopsique du péricarde peut mettre en évidence un granulome inflammatoire. L'évolution est fréquente vers une tamponnade, vers une récidive ou vers une constriction péricardique. La prise en charge, c'est un reste souvent associé pour certains cas aux corticoïdes afin de diminuer le niveau d'évolution vers une constriction péricardique. Comme diagnostic, on va entamer le chapitre sur le diagnostic. Diagnostic positif, la clinique, c'est un syndrome péricardique inflammatoire qui est diagnostiqué si on a au moins 2 critères suivants: une douleur thoracique péricarditique, un frottement péricardique, un nouveau sus-décalage de ST diffus ou un sous-décalage de PQ à l'ECG, un épanchement péricardique. On peut avoir des données supplémentaires comme un syndrome inflammatoire biologique, une preuve d'une inflammation péricardique au scanner ou à l'IRM. Sur le plan paraclinique, le bilan biologique initial, c'est les marqueurs inflammatoires, à savoir NFS, VSRP. C'est les marqueurs de la nécrose, à savoir troponine I ou D et troponine ultrasensible. Ça peut être l'ionogramme, c'est l'ionogramme, l'urée créée à la créate, l'hémoculture s'il y a de la fièvre et en fonction des cas, on peut discuter l'IDR. Le deuxième bilan, c'est l'ECG qui doit être répété parce que la plupart du temps, il peut être normal. Mais lorsqu'il n'est pas normal, on retrouve les 4 stades du cycle de Holtzmann. Le stade 1, c'est le sus-décalage ST concave vers le haut avec des ondes de T positives le premier jour. Le stade 2, les ondes de T sont plates entre la 24e et la 48e heure. Le stade 3, les ondes de T sont négatives à la première semaine. Et le stade 4, on a une normalisation au cours du premier mois. On peut le voir, ce schéma montre le récapitulatif des différents stades évolutifs de la péricardite aiguë comme susmentionné.
Les autres signes à l'ECG peuvent être